Voici le déroulement de la présentation. On ira progressivement sur la question qui nous intéresse ici. Le doctorat peut-il être considéré comme un rite de passage? Est-ce qu'il présente les caractéristiques d'un rite de passage? Le doctorat rêvé. Ici, on va s'intéresser très rapidement aux raisons, aux motivations des étudiants à s'inscrire en doctorat. Alors, plusieurs recherches belges, françaises et suisses montrent que les étudiants s'inscrivent en doctorat principalement pour la passion de la recherche, parce qu'ils souhaitent continuer de réfléchir sur un sujet de recherche qui les intéresse, ou parce qu'ils souhaitent intégrer le métier de l'enseignement supérieur. Donc c'est un peu le doctorat rêvé, donc c'est le premier dessin. On se dit que voilà, ah ça y est, je vais être chercheur, je vais être enseignant-chercheur, le rêve, ça va être vraiment l'idéal. Et puis petit à petit, le deuxième dessin, on se rend compte que finalement, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça. Et on commence un peu à galérer, à rencontrer des difficultés. Bon, le doctorat, c'est un challenge, hein, donc c'est un peu compliqué. Et puis, on arrive à la fin où là, alors il y a 50% d'abandon en doctorat. Hein. Donc les 50% qui restent, bah, ils sont juste contents d'avoir terminé le doctorat. Même si la thèse n'était pas terrible. Alors j'ai voulu m'intéresser au doctorat vécu. Comment les doctorants vivaient leur doctorat, le doctorat vécu. Et donc j'ai mené une petite enquête concernant les métaphores. Alors j'ai demandé à plusieurs doctorants de décrire leur parcours doctoral à l'aide de métaphores. Et là on a eu des réponses très intéressantes. Donc c'est sur un échantillon de plus de 500 doctorants. Pour eux, le parcours doctoral, c'était déjà un parcours solitaire. J'avais des métaphores du type... Alors, il y a toujours cette idée de cheminement, de chemin, mais sans assistance, un peu seul, en solitaire, hein, sans panneau, sans GPS. Les oasis sont rares, sans assistance, etc. Et puis, j'ai eu aussi des métaphores qui montraient que le parcours, ce cheminement, était quelque chose de quand même assez éprouvant. Alors, par exemple, là, à travers ces métaphores, on voyait vraiment la difficulté du travail. Hein. Creuser une montagne avec une aiguille, voilà ce que c'est que le parcours doctoral pour certains. Être dans une petite barquette dans un océan et ramer à la main. Escalader la tour Eiffel à main nue, couper un arbre avec une hachette, etc. On voit ici la dureté du parcours. Et puis, ce qui nous intéresse ici, il y avait des métaphores qui portaient sur le rite de passage. Pour les doctorants, le parcours doctoral pouvait s'apparenter à un rite de passage. C'est quelque chose qui fait grandir, c'est quelque chose qui participe à une transformation de soi, une transformation identitaire, une transformation professionnelle. On en ressort enrichi. Donc c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, les doctorants parlent du doctorat comme un rite de passage, mais qu'est-ce qu'un rite de passage? Et est-ce que le doctorat présente les caractéristiques d'un rite de passage? C'est ce qu'on va voir ici très rapidement. Alors, je reste très en surface. En fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le doctorat, un rite de passage » qui est sorti il y a moins de 6 mois et dans lequel je détaille plus amplement ces questions-là. Les caractéristiques d'un rite de passage, c'est notamment la mort et la renaissance symbolique. L'individu rompt avec son groupe d'appartenance et renaît symboliquement dans une autre communauté, dans un autre groupe d'appartenance. La deuxième caractéristique, c'est le gain d'un nouveau statut. L'individu qui s'agrège à une nouvelle communauté a un individu supérieur à l'ancien. Et puis, la ritualisation en 3 étapes.
Les rites de passage sont composés de 3 rites. On a les rites de séparation. Donc là, l'individu se sépare de son monde antérieur. Et pour marquer symboliquement cette rupture avec son ancien monde, son ancien groupe social, on va couper quelque chose de manière plus ou moins symbolique. Alors ici, c'est un exemple d'une tribu en Afrique du Sud, où là, c'est le passage à l'âge adulte. On commence par couper les cheveux, ce qui signifie symboliquement que l'on va le couper du monde des adultes. Ensuite, vous avez les rites de marge. Donc ça, c'est entre deux. C'est voilà, l'individu n'est plus dans son monde antérieur, mais il n'est pas encore agrégé à sa nouvelle communauté. Lors de ces rites, l'individu est reclus, loin du village, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et puis, il a des tabous alimentaires en tout genre. Alors là, dans cet exemple-là, l'individu est reclus dans une tente pendant plusieurs semaines. Il n'a pas le droit de boire de l'eau ni de manger des produits frais. Et enfin, le troisième rite des rites de passage, c'est le rite d'agrégation, où là, ça y est, l'individu est agrégé à sa nouvelle communauté. Ici, l'individu est reconnu comme un membre à part entière de sa nouvelle communauté. Il n'est plus un enfant, il est passé au stade adulte. Et durant ces rites, il y a toujours des fêtes. L'individu revêt des parures, il a un nouveau nom, il parle un nouveau langage, etc. Alors, après ça, le doctorat présente-t-il les caractéristiques d'un rite de passage? Selon moi, oui, parce que c'est un processus long, c'est une aventure semée d'embûches qui participe à une transformation de soi, transformation identitaire et une transformation professionnelle. On ressort grandi de cette expérience avec un enrichissement personnel et professionnel considérable. Alors j'envisage le parcours doctoral comme un passage avec 3 phases. Ce que j'appelle la phase de déstabilisation, qui pourrait s'apparenter à la phase de séparation des rites de passage, la phase d'adaptation et la phase de familiarisation. Lorsque le doctorant rentre en doctorat, il est dans la phase de déstabilisation parce que déjà, il est séparé de son groupe de pairs, les masterants. Beaucoup d'étudiants de master ne poursuivent pas en doctorat. Et puis, le doctorant peut très bien changer d'université, etc. Donc, on arrive en doctorat, on a un nouveau groupe de pairs, composé de chercheurs, d'autres doctorants, de post-doctorants, etc. Ensuite, il y a la disparition de toutes les marques d'appartenance au groupe des étudiants. L'adresse mail change, pas dans toutes les universités, mais dans la plupart. On ne nous appelle plus étudiants, mais doctorants ou jeunes chercheurs, que ce soit par l'entourage ou au laboratoire. On passe physiquement de devant à derrière le bureau. Beaucoup d'enseignants, de doctorants enseignent. Alors après, il y a toujours la carte étudiante. Je ne comprends pas pourquoi le doctorant a encore une carte étudiante, mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, lorsqu'on entre en doctorat, il y a aussi l'évolution de la relation pédagogique. On n'est plus dans une relation un enseignant et puis plusieurs étudiants, relation groupale. On est vraiment dans une relation duale et à long terme. Ce n'est pas comme le master où, oui, bon, sur une année, ça va. Mais un doctorat, lorsque c'est 3 ans, 5 ans, avec un directeur dans une relation duale, avec tous les soucis que peuvent poser cette relation, j'ai fait ma thèse sur le sujet, donc je connais bien. Donc voilà, il y a une rupture avec la relation pédagogique telle qu'il a pu la connaître auparavant. Une évolution dans l'apprentissage, il y a une doctorante qui disait
une évolution dans l'apprentissage où on devient acteur et auteur de son apprentissage, hein, et une évolution dans la manière de percevoir le monde. Il y a une doctorante qui disait ce n'est pas le monde qui a changé, ce sont mes yeux. Donc ça montre bien qu'on perçoit le monde différemment. Donc il y a une rupture aussi à ce niveau-là. Et une rupture avec l'entourage. Combien de doctorants me contactent pour me dire il faut que je choisisse entre mon copain et ma thèse. Il y a souvent des relations extrêmement compliquées avec l'entourage. L'entourage qui ne comprend pas forcément ce qu'est un doctorat, pourquoi on fait ça, pourquoi on s'acharne, à quoi ça sert, etc. On perd souvent beaucoup d'amis parce que les affinités ne sont plus les mêmes. Ensuite, on entre dans la phase d'adaptation où là, le doctorant va peu à peu découvrir les us et coutumes de sa culture, de son domaine, de son laboratoire, de son domaine disciplinaire. Il apprend qu'il y a des choses à dire, qu'il y a des choses à pas dire, des choses à faire, des choses à pas faire. Donc il apprend un petit peu en tâtonnant sur le tas, par expérience de l'action. Et puis, alors il y a à peu près 30% d'abandon au niveau 2 et au niveau 3 aussi, d'ailleurs, où là, on est dans la phase de familiarisation. Donc l'étudiant, le doctorant qui est familiarisé est celui qui a réussi à être complètement indépendant de son directeur, de son laboratoire. Et la phase de familiarisation est marquée par tout ce qui est le rituel de la soutenance. On achète un nouveau vêtement. Moi, je me rappelle, j'ai acheté une robe que je ne mets plus jamais d'ailleurs. On met des beaux vêtements, on a un nouveau nom, on devient docteur, on passe de doctorant à docteur. Il y a des échanges de cadeaux, il y a le pot de soutenance, etc. Donc là, c'est vraiment tous les rituels, comme le rite d'agrégation dans les rites de passage. Alors je terminerai là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, à quoi ça sert, hein ? Si on est d'accord sur le fait que le doctorat participe à une transformation de soi, transformation identitaire et professionnelle, ça veut dire qu'il va falloir l'accompagner dans ce changement. De 3 manières, très rapidement. Déjà, il faut commencer par informer les étudiants que ce n'est pas un parcours de santé. Hein. S'il y a 50% d'abandon en doctorat, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est quelque chose qui est assez compliqué, il faut tenir la motivation, etc. Ensuite, il faut guider et soutenir. On ne va pas accompagner le doctorant de la même manière en début de doctorat qu'à la fin du doctorat, que ce soit l'accompagnement par le directeur ou par l'école doctorale. Et je me demande même si on ne peut pas aussi proposer un service, une psychologue qui serait là pour les doctorants qui en auraient besoin. Je reçois beaucoup de mails de doctorants qui sont en difficulté et je me dis que ça pourrait être bien que l'école doctorale prévoie ce service-là. Ou alors d'organiser des tribunes libres dans lesquelles les doctorants pourraient parler librement de leurs difficultés. Et puis, il faut aussi une reconnaissance institutionnelle du doctorat comme un diplôme qui participe au développement professionnel, c'est-à-dire que la soutenance ne doit pas marquer uniquement l'appartenance à la communauté scientifique, mais aussi qu'elle ouvre à d'autres perspectives de carrière non académiques. Et ça, on l'a largement vu jusqu'à maintenant. Voilà, merci.